Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir au sein de l'Arena Webedia pour cette deuxième édition de Culture Gaming, un événement co-organisé par Webedia et CB News. Nous sommes ensemble à distance pour 2 heures d'échange afin de mieux cerner les enjeux et perspectives qui entourent la pratique des jeux vidéo et de l'e-sport. Et en compagnie de nos invités, nous allons tenter de décrypter cet engouement qui influe tellement sur le comportement du grand public actuellement et qui bouleverse quelque peu également le paysage culturel, mais aussi démontrer à quel point l'univers du jeu vidéo peut être une formidable source d'inspiration pour de nombreux secteurs. Alors nous avons baptisé ce rendez-vous Life is a Game et vous allez découvrir aujourd'hui à quel point cette affirmation fait sens aujourd'hui. Pour débuter cette matinée, je vous propose bien évidemment d'accueillir Michèle Benzeno, directrice générale de Webedia, et Frédéric Roy, directeur de la rédaction de CB News. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Tant mieux. Frédéric, CB News organise régulièrement des événements sur des thèmes qui anticipent les tendances. Vous êtes donc convaincu des bienfaits du mariage entre les jeux vidéo et le monde de la communication ? Oui, absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la deuxième édition de Culture Gaming. La première fois, c'était pour un peu acclimater les deux mondes de la communication et du jeu vidéo l'un à l'autre, les faire connaître. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes pour les faire connaître. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé cet événement Life is a Game, parce qu'effectivement, les frontières sont tombées entre la pub et le jeu vidéo, entre la communication et le jeu vidéo. Ce sont deux mondes qui s'interpénètrent et je pense que ce matin, on va avoir des tas d'occasions de se le prouver et de le démontrer. Je pense qu'on va avoir une matinée passionnante. Je précise qu'elle sera poursuivie pour ceux qui s'intéressent dans les pages de CB News, bien sûr. Mais je vais surtout laisser la parole à Michèle qui va nous parler de Webedia. Alors justement, Michèle, comment Webedia se positionne sur le jeu vidéo en France et à l'international ? Alors déjà, bonjour à toutes celles et ceux qui se connectent. J'espère que vous serez nombreux malgré la distance. Et puis, tu le disais, mais on est ravis de pouvoir vous accueillir en live dans cette arena. Et puisque tu me poses la question, c'est vrai que cette arena est assez, représentative de notre positionnement en tant qu'acteur majeur de la création française, leader dans l'univers du divertissement et des loisirs. Et puis sur le jeu vidéo et l'e-sport, on est aujourd'hui leader européen, mondial, on l'espère bientôt, d'une part au travers de nos activités d'éditeurs, l'ensemble de nos sites éditoriaux présents dans l'Europe et dans le monde entier. Et puis c'est vrai que comme le gaming est toujours un indicateur avancé en termes de tendance, nos communautés de gamers ont vraiment évolué, consomment de plus en plus de vidéos, ils se sont déplacés sur YouTube, consomment beaucoup de live streaming et c'est pour ça qu'en fait on a aussi migré et diversifié nos activités. On est passé d'un statut d'éditeur à un statut de producteur et le lieu le représente bien. À la fois producteur audiovisuel puisqu'on a créé nos propres chaînes de télé, ES1, première chaîne e-sport en France, le stream évidemment avec l'avènement de Twitch. Et puis aussi, je dirais, l'organisation d'événements, de tournois, de compétitions, pour donner finalement, je dirais, la meilleure expérience de jeu à nos communautés, que ce soit sur nos sites, que ce soit au travers de nos talents, nos créateurs, nos streamers et puis nos propres chaînes de télé. Et je dirais juste un mot pour finir, parce que ça nous tient à cœur. C'est vrai qu'on se considère chez Webedia comme un acteur majeur au cœur de la filière. On contribue depuis des années au désenclavement du gaming, donc on est heureux d'être là aujourd'hui pour positiver le jeu, donner des meilleures expériences à nos communautés. Et puis à la fin, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeux, que l'engagement de nos communautés soit encore plus dense, plus intense. Et à la fin, in fine, pour nos éditeurs partenaires, faire de nos médias des prescripteurs en matière d'achat de jeux vidéo en France et dans le monde. Alors l'année qui vient de s'écouler était un peu particulière, tu le sais. Comment avez-vous géré la crise sanitaire depuis le premier confinement, tant d'un point de vue éditorial qu'en termes de production ? Alors comme tout le monde, il a fallu être agile. Je ne vais pas dévoiler les chiffres, mais c'est vrai que la crise du Covid n'a fait qu'amplifier la révolution qu'on vit sur cette industrie. On a assuré en fait toutes nos productions audiovisuelles et événementielles qu'on a réalisées entièrement à distance pour nos chaînes de télé, mais pour d'autres partenaires, je pense par exemple à beIN Sport. Et puis par ailleurs, une chose dont on est fier et qui va probablement cranter bien au-delà de la crise, le jeu vidéo est devenu, pendant cette crise, un outil social qui a permis de maintenir le lien entre les communautés, sa famille, ses amis. Et le jeu vidéo, c'est fondamentalement ancré dans des valeurs, je dirais, solidaires, d'entraide,
inclusive, positive. Oui. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les initiatives qu'on a prises chez Webedia, mais néanmoins, on a organisé des compétitions solidaires autour de Fortnite pour du don du sang. Tous nos talents, nos créateurs ont relayé les gestes barrières. On s'est même improvisé, on a lancé une école sur le Stream School en donnant des cours de sciences nat et d'histoire par le prisme du jeu vidéo. Et puis enfin, moi j'ai adoré l'expérience d'Animal Crossing puisque tous les musées sont encore fermés malheureusement. Et on a organisé une visite virtuelle avec le guide qui était là, du musée de sciences naturelles à Angers. Donc voilà, aujourd'hui on peut dire que le jeu vidéo fait partie je dirais, du prisme et de l'évolution en termes d'inclusion et de positivisme. Alors justement, on continue sur le jeu vidéo. Quelle tendance voyez-vous émerger autour du jeu vidéo et pensez-vous que la relation des consommateurs au jeu vidéo va changer durablement, y compris en sortie de crise? Alors enfin, ça fait des années qu'on le raconte, mais le jeu vidéo s'est totalement démocratisé. C'est devenu le premier loisir en France. C'est aussi devenu la première industrie mondiale, loin devant la musique et le cinéma. Et il n'y a plus aucune question autour de êtes-vous gamer. On est plutôt à se poser la question de à quel jeu tu joues, vu la multiplicité des jeux aujourd'hui. Nous, on est ravis de cette démocratisation parce qu'on sent et on pense que le jeu vidéo devient le ciment de toutes les influences culturelles, la musique, le cinéma, les séries, le sport, la mode, et que ça va continuer encore pendant de nombreuses années. Et je finirai juste sur une déclaration de Roselyne Bachelot qui nous a fait chaud au cœur pendant la cérémonie des Pégases et qui décrète que le jeu vidéo est une expression culturelle, évidemment qui a toute sa place au sein du ministère de la Culture. Et donc moi je dis à bon entendeur. Roselyne Bachelot qui se décrétait la ministre du jeu vidéo, ici même sur ce plateau. Merci beaucoup Michel, Frédéric, pour ces quelques mots d'introduction. Restez avec nous, l'événement ne fait que commencer bien évidemment. D'un divertissement solidaire et confidentiel, le gaming a peu à peu dépassé ses frontières pour finalement s'imposer comme la première industrie de divertissement mondial. Avec les confinements, il s'est même mué en véritable plateforme sociale. Pour nous en parler, nous accueillons donc aujourd'hui notre premier invité, Julien Villedieu, délégué général du Syndicat national du jeu vidéo. Bonjour Salomé, très bien et vous? On se vous voit, je suis désolée Julien. Est-ce que tu préfères qu'on se tutoie? On fait comme tu le sens. On se tutoie, allez, c'est le matin. Peux-tu du coup nous présenter le SNJV et ses actions? Bien sûr, donc le Syndicat national du jeu vidéo, c'est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises de conception de jeux vidéo en France, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur de la création jusqu'à l'édition de jeux vidéo. C'est à peu près en France 1300 entreprises, dont 500 qui font principalement du développement. Notre rôle, c'est d'être l'interlocuteur des médias, des pouvoirs publics, du grand public, sur toutes les questions qui touchent à l'industrie, c'est-à-dire à la création. Donc l'envers du décor, puisqu'on a souvent l'habitude de parler du jeu vidéo d'un point de vue marché, d'un point de vue consommation. Nous, on se positionne vraiment sur ce qui crée de la valeur, ce qui crée de l'emploi finalement, et ce qui fait rayonner cette culture à travers le monde. Alors comment expliques-tu cette année record pour le jeu vidéo en France et la dimension sociale qu'il a prise en 2020 ? Le jeu vidéo, d'abord, d'un point de vue marché, a totalement explosé à la faveur d'une période qui était extrêmement bénéfique. Lancement de nouvelles consoles, des jeux très attendus aussi. On a vu Animal Crossing, Cyberpunk, donc des grosses franchises qui étaient très attendues par le public. Et puis un développement du jeu mobile extraordinaire, plus 16% en une année, c'est du jamais vu. Donc vraiment, du point de vue des écosystèmes, c'était une année qui était attendue et une année qui a permis de faire décoller ce jeu vidéo. Ensuite, du point de vue des pratiques, ça a été dit précédemment, le jeu vidéo s'est démocratisé. Je dirais même que le jeu vidéo était déjà, en termes de pratique, une industrie culturelle à part entière, mais c'est vraiment ces chiffres qui l'ont démontré. On a joué socialement, on a joué finalement à distance avec ses amis, et le jeu vidéo a permis de rompre l'isolement, a permis de rompre aussi, de réduire ces distances sociales qu'on nous impose depuis un an. Et donc ça a été vraiment un révélateur, je pense aussi pour pas mal de gens qui n'étaient pas forcément rompus à ces pratiques. Alors justement, aujourd'hui, Michel nous l'a dit en introduction, tout le monde est gamer. Est-ce que tu peux nous donner un peu le portrait robot ou alors le profil type du joueur qui a pas mal évolué depuis les années 80 ? Ouais, alors déjà, il faut oublier l'image de l'adolescent fermé dans sa chambre devant sa console ou son ordinateur. Tout ça, c'est du passé. C'est même très loin derrière nous. En 50 ans, le jeu vidéo a créé vraiment une vraie mutation au niveau des pratiques. Aujourd'hui, on est plutôt sur un profil de joueur, on va dire au sens large, qui est autour de 39-40 ans, que ce soit d'ailleurs en France ou partout dans le monde. Donc vraiment une maturité
au niveau des pratiques. Alors évidemment, ça dépend des supports, ça dépend des types de jeux, ça dépend des moments aussi dans la journée. Ensuite, on a une majorité aujourd'hui d'équilibre entre les hommes et les femmes sur les pratiques. 50% de joueurs, ce sont des joueuses, ou 50% de joueuses, ce sont des joueurs. Donc on peut se féliciter de cette parfaite mixité. Ce n'est pas le cas dans notre industrie, on a beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là, mais au moins du point de vue des pratiques, c'est ça. Et puis on a 2/3 des Français qui jouent de façon occasionnelle. Donc c'est devenu vraiment une industrie culturelle à part entière, dans les pratiques et aussi dans l'esprit d'un certain nombre de responsables politiques et d'interlocuteurs qu'on a. Et tu le précisais tout à l'heure, la ministre de la Culture a dit qu'elle était la ministre des jeux vidéo, ici même. Donc on en est très fiers. C'est enfin quelque chose de positif. Enfin, une belle reconnaissance. Un regard peut-être sur les perspectives d'avenir de l'industrie. Vers quoi tend le secteur du jeu vidéo pour la décennie qui arrive ? Alors j'ai amené ma boule de cristal. Non, c'est pas vrai. C'est très compliqué dans le jeu vidéo de faire des prévisions. C'est une industrie qui a dans ses gènes l'évolution, l'innovation, des mutations en permanence, que ce soit sur les modèles économiques, que ce soit sur les pratiques, que ce soit aussi sur les modèles relationnels avec les joueurs. Je dirais qu'il y a une tendance de fond qu'on observe maintenant depuis pas mal d'années, mais qui est en train de s'accélérer. C'est vraiment ce qu'on appelle le cloud gaming, ou l'accès du jeu vidéo à un catalogue à distance, avec un abonnement. Un peu ce qu'on a l'habitude d'utiliser quand on regarde de la VOD, quand on écoute de la musique. Ça, c'est vraiment une tendance de fond. Elle va s'installer à la fois dans les pratiques, parce que les joueurs et les joueuses vont être habitués finalement à prendre le relais de ce qu'ils ont l'habitude de faire dans d'autres industries culturelles. Et puis aussi parce que les modèles économiques qui vont être proposés aux joueurs et aux joueuses seront probablement plus matures. Donc ça, c'est une tendance, on est quasiment certain de dire que ça va se développer et que ça va devenir quelque chose d'assez majeur. Et puis, je dirais que sur le mobile, il y a aussi une tendance assez forte, c'est celle du renouvellement des modèles économiques. On est passé des modèles premium, c'est-à-dire payants, à des modèles gratuits, ensuite à des modèles où on visionne de la publicité. Donc je dirais qu'on éprouve un petit peu tous les types de relations avec les joueurs et les joueuses. Probablement que de nouvelles choses vont être proposées dans ce cadre-là. Donc là aussi, on peut s'attendre à quelques belles surprises. Et puis évidemment, le développement des nouveaux écosystèmes, consoles, PC et autres, qui font que les années qui se présentent devant nous vont être de très belles années, en tout cas pour les joueurs et les joueuses, ça c'est certain. Merci beaucoup Julien, quelle belle boule de cristal aujourd'hui. On espère que toutes tes prévisions se réaliseront. Les jeux vidéo sont de plus en plus mis à l'honneur dans la culture populaire et sont une source inépuisable d'inspiration. Le gaming, un formidable vivier de talent, que ce soit par leurs compétences in-game, c'est-à-dire manette en main, ou alors grâce aux nouvelles plateformes d'exposition telles que YouTube et Twitch. Pour nous parler aujourd'hui de cette machine à fabriquer du fun, je vous propose d'accueillir Lenny Stern, fondatrice de Folks Theory, et Monsieur Poulpe, humoriste. Ben oui. Lenny, Poulpe, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Bonjour, Poulpe très bien. Je suis désolé, j'ai pas fait de test, alors je dois garder mon masque. Après, c'est comme le HIV, moi je sais que je l'ai pas, mais j'ai pas fait le test. Donc c'est pareil pour le Covid. C'est incroyable, tu parles depuis 2 secondes et tu dis une connerie. C'est quand même merveilleux. Lenny, en quoi la pop culture est-elle une source inspirante pour créer des contenus engageants pour les consommateurs ? Alors forcément, la pop culture, ça a toujours été très inspirant. L'idée, c'est pas tant de se réapproprier des phénomènes pop culture, mais que de faire partie de la pop culture, parce que c'est le meilleur moyen de faire partie des conversations, de créer de l'engagement, d'avoir une chance d'être partagé, repartagé, et pourquoi pas derrière, pour les marques, de créer leur propre phénomène. Poulpe, quel est à ton avis l'impact et l'influence du jeu vidéo sur la pop culture ? Pour moi, le jeu vidéo fait partie intégrante de la pop culture. On le voit un peu à tous les niveaux, que ce soit dans les adaptations cinématographiques, donc soit au cinéma, soit en série. On le voit par exemple avec la série The Witcher sur Netflix, qui est complètement adaptée du jeu vidéo. On le voit aussi il y a Mortal Kombat, qui est le gros événement cinéma de l'été prochain. Il y a aussi, en termes de musique, il y a énormément de références aux jeux vidéo dans le rap. Mais par exemple, il y a eu un gros changement, je trouve, lors du premier confinement, qui était Travis Scott, qui a fait un concert en live dans Fortnite. Et quand ce truc-là s'est passé, je me suis dit, OK, là, on est au step d'après. C'est que, autant avant, on se disait, oui, le jeu vidéo fait partie de la pop culture, machin. Là, on est dans un croisement complètement dingue de... Souvent, les gens parlent de... On arrive à l'époque du non-linéaire, où tous les médias sont transverses et se mélangent dans tous les sens. Et là, je pense qu'on est vraiment là-dedans, où du coup, la pop culture et le jeu vidéo, et inversement. Et c'est hyper intéressant de voir qu'on peut créer, à mort, comme disait Lenny, on peut créer des nouveaux formats, des nouveaux standards. Lenny, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Poulpe ? Oui, non, je suis pas d'accord. Non, si, je suis complètement d'accord, en fait.
L'idée, c'est qu'effectivement, il y a une porosité et aujourd'hui, il y a plus... toutes les cultures se sont toujours inspirées de toutes les cultures. Et là, aujourd'hui, on considère que le gaming, c'est plus du tout une subculture, mais c'est vraiment une arme majeure de la pop culture. Je ne suis pas d'accord avec ce Mais- qu'elle vient de dire, mais après... On peut en débattre. Oui, on n'a Maintenant. peut-être pas le temps, mais... Non. ouais. Poulpe, la culture gaming est-elle une source d'inspiration dans l'humour actuel? Bah, bien sûr, en fait, le jeu vidéo... Après, bien sûr, je ne sais pas si Lenny est d'accord avec ce que je vais dire, mais le jeu vidéo est tellement, touche tellement les gens et toutes les générations que dans l'humour, évidemment, nous, quand on va faire des vannes, on va servir de gens, enfin de références que tout le monde a. Et par exemple, faire une vanne sur FIFA ou sur maintenant Warzone, qui est un truc vraiment planétaire, on peut aller faire des vannes sur Verdansk. Et ça va parler quand même à beaucoup de gens quand on va faire une vanne sur Verdansk. Warzone, on le rappelle, qui est un jeu vidéo pour celles et ceux d'entre vous qui ne D'accord, on connaissent en est pas. à ce niveau-là d'accord. Oui, tout le monde ne connaît pas Je Warzone. t'adapte pas assez. Je m'adapte pas du tout au public. En même temps, il n'est pas tangible, ce public. Il n'est pas palpable. Donc, on ne peut pas trop sentir la vibe, quoi. J'avais envie de vous demander comment a évolué le traitement du jeu vidéo et des gamers dans vos secteurs respectifs. Lenny? Alors, je pense qu'il y a encore quelques années, les gamers étaient considérés un peu comme des consommateurs passifs. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce sont vraiment des influenceurs actifs. Et c'est ça peut-être le plus gros changement. Si on regarde un peu dans le ranking YouTube, les 10 premiers, les 10 premiers influenceurs sont... Enfin, il y a beaucoup de gamers, en tout cas, dans ces influenceurs. On s'est rendu compte de leur force de frappe, de leur pouvoir, justement, d'influence sur les audiences. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a du respect qui s'est installé, du respect pour leur communauté, du respect pour ce qu'ils font et du respect aussi pour leur créativité. On est parti d'une niche pour arriver à une hype, selon vous? Oui, en fait, c'était considéré comme une niche, malgré les chiffres, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le gaming, l'industrie du jeu vidéo, c'est beaucoup plus puissant que l'industrie de la musique et du cinéma réunis. Donc finalement, en fait, ça fait longtemps que c'est plus une niche. Mais aujourd'hui, dans la mesure où les marketeurs commencent à avoir 35-40 ans, ont grandi un petit peu avec cette culture du gaming, finalement, il y a une meilleure appropriation, il y a une meilleure identification et on se rend compte que ces gens-là sont représentatifs de la population, donc ont une vraie force d'impact. Et on l'a vu tout à l'heure avec Julien, et on le reverra un peu plus tard dans la table ronde, mais en effet, l'âge moyen du joueur aujourd'hui est aux alentours de 40 ans. Voilà, Mais fun non. fact. Et oui, le saviez-vous? C'est ton âge d'ailleurs, Poulpe? Oui. Comment a évolué le traitement du Quel jeu seigneur. vidéo selon toi et des gamers dans ton secteur? Est-ce que tu as vu un changement de regard sur les joueurs? Toi, tu as vraiment commencé il y a 15 ans, quand les joueurs étaient un peu mal vus. Bah ouais, moi j'ai commencé il y a plus longtemps que ça sur la chaîne No Life. Et à l'époque, c'était, comme tu dis, une méga niche et c'était limite pas cool d'être geek, quoi. Le mot geek était péjoratif, en fait, à l'époque. Et c'est vrai que par la pop culture, par les adaptations, les frontières poreuses dont parlait Lenny, si tu parlais bien de tout ça, ça. en parlant de frontières poreuses, tu parlais de business. Hein, Pas du HIV, ouais. D'accord. Et du coup, c'est vrai que le geek est devenu complètement mainstream. On le voit par exemple dans le métro, les affiches en 4x3, il y en a une sur deux, c'est du jeu vidéo maintenant. Et du coup, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé, en termes d'opérations pub avec des marques, au début, c'était vraiment très pointard. C'était des jeux vidéo très pointus en fonction de qui incarnait la pub, etc. Si tu allais être dans un truc un peu dark, on allait te proposer des jeux vidéo très sombres. Et voilà, il n'y avait pas vraiment d'ouverture. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur Canal+, et quand j'ai commencé à faire du cinéma, etc., où je me suis ouvert et je suis sorti de cette image de jeu vidéo. Pardon, je viens de vomir dans mon masque. C'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup plus de contrats pub de marques beaucoup plus grand public. J'ai fait une opération, par exemple, pour Seat pendant 1 an, qui est impensable à l'époque où j'étais sur No Life. Et du coup, maintenant, je me suis mis sur Twitch récemment. Je me suis remis... Alors moi, j'ai jamais arrêté de jouer aux jeux vidéo, mais disons que je le remontre à l'image que je joue. Et j'ai à nouveau des opérations pub avec des marques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, elles font vraiment confiance, en tout cas les éditeurs font vraiment confiance aux créatifs. Ce que j'ai remarqué aussi quand j'étais dans le studio Bagel, où les marques proposaient des partenariats publicitaires avec les créatifs, mais lâcher les clés aux créatifs. Et je pense que c'est là où c'est le plus intéressant pour le public, comme disait Lenny, c'est qu'il y a un vrai pouvoir d'achat. Maintenant, les geeks, c'est plus des gars dans leur chambre perdus, c'est que c'est des gens qui travaillent pour se faire de la thune,
pour financer leur passion qui est le jeu vidéo ou autre chose proche. Donc du coup, c'est hyper intéressant de voir que on élève un peu le débat et on se dit ok, fabriquons ensemble et pour que ça soit vraiment l'artistique en premier, quoi. Lénie, est-ce que vous avez vu un changement de regard porté des marques sur les joueurs sur ces dernières années? Alors, sur les joueurs ou sur les influenceurs? Sur les joueurs en général? Non, sur les joueurs, mais qui sont maintenant des influenceurs. En fait, l'un ne va pas avec l'autre. Ah oui, il y a toujours cette idée de respect en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les respecte à la fois pour leur créativité, pour leur art, pour leur expertise aussi. On se rend compte que typiquement les compétences des joueurs sont hyper valorisées même dans les process de recrutement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que moi j'ai vu passer des CV avec joueurs professionnels de Fortnite, joueurs professionnels de League of Legends, et en fait ça en dit long sur la personnalité des gens. Ça en dit long sur voilà, leurs compétences, leur capacité d'adaptation, leur jugement stratégique. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est considéré comme plutôt un atout, un avantage concurrentiel qui n'est pas si déconnant finalement. Alors on dit souvent que les marques doivent accepter un certain lâcher-prise lorsqu'elles travaillent avec les influenceurs ou alors sur le terrain de la pop culture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, alors après, ça dépend ce qu'on entend par lâcher prise, mais la réalité, c'est exactement ce que tu racontais. C'est qu'aujourd'hui, le lâcher prise consiste à non pas plaquer un discours, en tout cas forcer un discours auprès d'un influenceur, mais vraiment être dans une logique de co-création. C'est-à-dire que si on va chercher un influenceur, si on va chercher n'importe quelle personnalité, que ce soit dans le gaming ou dans d'autres secteurs, l'idée, c'est vraiment de co-créer ensemble, de considérer l'influenceur comme un créatif, et d'essayer d'être le plus fidèle, le plus authentique, en tout cas au type de contenu que cette personnalité pourrait proposer à ses audiences. Et c'est en ça qu'on parle d'une certaine forme de lâcher-prise. L'autre chose aussi, pour justement compléter cette notion de lâcher-prise, c'est cette idée aussi de se comporter comme un fan, c'est-à-dire, et encore plus dans l'industrie du jeu vidéo, je pense que quand on va présenter des jeux comme ça, quand on va présenter ces territoires qui sont quand même des territoires assez spécifiques. L'idée, c'est vraiment d'aller proposer une expérience de marque, mais qui s'inscrit parfaitement dans l'univers du jeu vidéo ou l'univers de l'influenceur, plutôt que d'essayer de bêtement plaquer un discours, un discours trop forcé. Et c'est en ça qu'on doit vraiment se comporter quand on est une marque comme un fan, et essayer de se mettre dans la tête justement d'un fan. Poulpe, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que les marques qui approchent des influenceurs et surtout des joueurs, des gamers, doivent s'adapter à sa vision ou alors doivent imposer, je ne sais pas, un format à créer? Non, mais je pense qu'il y a deux... Avec le temps, maintenant, on a réussi à identifier... Alors nous, du côté artistique, on a réussi à identifier ce qui marchait le mieux, en fait, quand on voit les réactions du public. C'est qu'il y a deux bonnes façons maintenant de faire. C'est qu'il y a soit un billboard bête et méchant avant la vidéo, avec l'annonceur présente, et après on lâche la grappe au créatif et il fait ce qu'il veut, il fait son format comme d'habitude, et voilà. Et c'est hyper identifié et c'est même plutôt cool de montrer qu'une marque soutient le travail de quelqu'un. Et l'autre bonne façon, c'est effectivement de lâcher, alors peut-être pas lâcher prise, mais en tout cas lâcher les clés, moi je dirais, et de dire voilà, approprie-toi ce dont nous on a besoin. Nous juste on voudrait qu'on ressente telle valeur et telle valeur, mais fais-le dans ton truc en bonne intelligence. C'est un peu les deux bonnes façons de travailler avec des créatifs. Et après, il y a aussi le fait de... Il ne faut pas se limiter aux marques quand on parle de jeux vidéo. Il ne faut pas se limiter aux annonceurs liés aux jeux vidéo. C'est qu'on peut très bien faire maintenant rentrer des marques je sais pas, des serviettes hygiéniques ou des sodas. Mais le créatif va pouvoir faire venir ces trucs-là, ces éléments-là, dans son truc de gaming. C'est complètement possible. Lénie, vous avez fondé Folks Theory. Y a-t-il une Gamers Theory? Pardon, je suis très fière de cette question. Mais ouais, Elle est vraiment bien, Salomé, bravo. Alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a une Gamers Theory, mais en tout cas, ce que j'intègre dans cette théorie justement, c'est cette idée de donner les clés, en tout cas confier les rênes aux personnalités avec lesquelles je collabore. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Il y a aussi une notion de fidélité, je pense, qui est importante. Effectivement, essayer de multiplier, non pas de multiplier les opportunités et les one-shots, mais plutôt de créer une vraie relation de confiance entre les marques et les influenceurs. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel. On se rend compte que c'est payant aussi, et puis que finalement, ça donne beaucoup plus de poids et de légitimité au discours. Puis il y a une vraie image de générosité aussi. Et de générosité, c'est vrai.
Poulpe, peut-être ton petit conseil aux marques ou aux annonceurs pour approcher des influenceurs, des gamers, de manière à rendre le tout divertissant. Il y a un vrai truc de... C'est compliqué parce qu'il faut que la marque identifie le talent qui représente un peu les valeurs de la marque. Donc il y a ce premier travail-là. Il y a aussi à l'inverse, c'est que le talent peut aussi envoyer des espèces de bouées, on va dire, aux marques en disant « Regardez, j'ai tel format, j'ai tel format ». Moi, par exemple, donc sur ma chaîne Twitch que j'ai créée il y a peu, je suis en train de développer plusieurs formats différents qui vont être adaptés justement à plusieurs types de marques différentes. C'est que par exemple, j'ai un truc très gaming, mais là, je suis en train de développer un truc qui va être plus sur le grooming homme, donc pour amener des marques de cosmétiques, mais aussi un truc de cuisine et un truc de jeux de société, etc. Donc je suis en train de développer ça pour justement que des marques pas forcément gaming se disent « Ok, je peux me positionner sur une plateforme qui est connotée gaming, mais ça ne sera pas gênant parce qu'il y a ce format-là qui me correspondra plus ». Donc c'est un peu un double truc, c'est que et les marques peuvent chercher, mais les créatifs peuvent chercher aussi. Lénie, peut-être pour terminer, votre conseil ou alors un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est continuer à s'intéresser en fait à cette industrie qui est en réalité qu'à ses débuts, je pense, et essayer de multiplier les ponts en fait entre justement, donc je vais reparler de porosité entre toutes les industries parce que je crois qu'il y a beaucoup de créativité qui se cache dans justement les liens que pourrait continuer de tisser le cinéma, le gaming, la mode, etc. Enfin, tous ces univers, en fait, sont hyper liés. C'est hyper intéressant de continuer un peu à les rendre plus poreux. Ce sera le mot de la fin, poreux. Il faut vraiment aller chez un dermato parce que ça va pas du tout. Lénie Poulpe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je laisse à présent la parole à Tanguy qui, avec nos prochains invités, va se pencher sur cet essor du live streaming et sur l'incroyable attractivité qu'exerce notamment la plateforme Twitch sur les médias traditionnels. Et juste avant cela, je vous propose de regarder cette vidéo. Alors, ces 12 derniers mois, la succession des confinements a fait exploser la diffusion et la consommation de live de direct live sur Internet. Et de Twitch à YouTube, en fait, ces nouveaux modes de consommation bousculent finalement les chaînes classiques ou même les médias classiques, les médias traditionnels, qui cherchent par tous les moyens à pouvoir capter un nouveau public, de nouveaux spectateurs. Alors, malheureusement pour eux, on se rend compte que c'est souvent plus difficile à faire qu'à dire. Et pour en parler, je vais accueillir tout de suite mes invités. Alexandre Nassar, bonjour. Vous êtes Head of Content de Webedia. Je reçois également Domingo, bonjour. On ne vous présente plus, animateur, streamer, qui est aujourd'hui à la tête de votre propre talk show, Popcorn, dont on aura l'occasion de parler. Et également, nous accompagne en visio Caroline Balderou, directrice générale adjointe de la chaîne Arte. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, Alexandre, je le disais en introduction, ces nouveaux médias, notamment les chaînes de télé, on l'a vu récemment dans l'actualité, cherchent à pouvoir pénétrer l'univers du live streaming, notamment Twitch. Mais on se rend compte que pour cela, il faut quand même avoir du nez. Et même avoir du nez, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines règles ou codes à respecter. Alors, quelle est la bonne recette finalement ? Ah mais si je savais. Non, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la genèse de Twitch, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est des gens qui jouent aux jeux vidéo en direct. Ça, c'est le point de départ. À la base, il y avait Justin TV, qui était une plateforme où plein de gens faisaient plein de choses. Et puis, ils ont basculé, ils se sont dit, il faut faire une plateforme dédiée au gaming parce que ça marche très fort. C'est Twitch. Ça, c'est le point de départ. Aujourd'hui, on sait que Twitch voudrait se diversifier, que beaucoup de médias plus traditionnels essayent de se positionner, en effet, comme vous l'avez dit, sur cette plateforme. Mais ce n'est pas si évident parce que cette plateforme a déjà une audience qui est déjà construite et a déjà ses propres codes. Donc aujourd'hui, arriver avec des codes de la télé ou des codes de la radio et essayer de se positionner sur une plateforme qui a des codes totalement différents et qui a une audience qui est totalement différente, c'est extrêmement difficile. Donc quand on arrive sur Twitch, la première chose à savoir,
c'est qu'il faut l'appréhender avec beaucoup d'humilité. Parce que ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement qu'on peut avoir sur des plateformes traditionnelles, où on peut avoir 15 ou 20 ans d'expérience. Je suis mieux placé pour le savoir. Moi, j'ai beaucoup travaillé en télé classique et en radio, et je me suis occupé pendant un certain temps de la web TV de Webedia qui s'appelle Le Stream. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'est pas avec tout ce que j'avais accumulé comme expérience et comme certitude que j'allais pouvoir faire quelque chose. Donc c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'attention. Il y a en effet des choses qui viennent de la télévision et de la radio, des médias plus traditionnels qu'on peut adapter sur Twitch, mais certainement pas tout. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc je n'ai pas la formule magique, mais en tout cas la première qualité en se positionnant sur Twitch, c'est d'arriver avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'écoute. Très bien. Cette humilité, Caroline, je me tourne vers vous maintenant. Vous la travaillez également chez Arte, mais vous êtes une chaîne qui a développé une politique assez innovante sur le web depuis des années. Vous vous intéressez aux jeux vidéo également depuis un petit moment. Vous avez lancé au début du mois un nouveau programme, Jour de Play, qui concerne le jeu vidéo sur Twitch. Quelle est l'ambition pour Arte de ce programme finalement ? Alors, oui, comme vous le disiez, Arte et le jeu vidéo, c'est une longue histoire. Ça fait maintenant 8 ans que Arte développe et coproduit des jeux vidéo avec des studios indépendants. Et donc, forcément, quand on a vu arriver Twitch il y a quelques années, on s'y intéressait de près. On a beaucoup observé. Et puis, on s'est dit que ce qu'on avait envie de faire autour de Twitch, c'était d'abord d'aller à la rencontre de nouveaux publics, d'internautes qui ne nous connaîtraient pas et qui ne seraient pas spontanément venus voir Arte. Et ça fait partie de notre mission de service public, d'aller à la rencontre de nouvelles audiences. Et on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire sur Twitch. Donc, on a fait plusieurs tests. Et puis, on s'est dit que le meilleur angle pour aller sur cette plateforme, c'était de participer à démontrer la vitalité créative de la scène du jeu vidéo indépendant en France, et que c'était vraiment là-dessus qu'on voulait aller. Et ensuite, notre intention, elle a rencontré en fait l'idée d'un créateur de talent, qui est un streamer qui s'appelle Cosmographique sur Twitch, et d'un producteur jeune et brillant qui s'appelle Igal Cohen. Et tout ça, ça a donné Jour de Play. Donc, Jour de Play, c'est en fait, on dit que c'est un talk show d'exploration vidéoludique. Et en fait, ce qu'on veut faire avec cette émission, c'est raconter le jeu vidéo comme un art. C'est-à-dire, on a des chroniqueurs et des experts qui viennent raconter leur point de vue sur le jeu vidéo et raconter ce que le jeu vidéo dit du monde et dit de la société qui l'entoure au moment où ce jeu vidéo est produit. Et donc, à partir de grands thèmes comme le traitement du pouvoir ou de l'espace dans le jeu vidéo ou encore de l'infini. Donc voilà, on est arrivé, comme le disait Alexandre, avec une posture assez basse pour vraiment comprendre comment fonctionnait la plateforme. On travaille avec des gens qui connaissent très bien cette plateforme, avec des streamers qui ont déjà leur communauté. Et puis, pour l'instant, on s'aperçoit que petit à petit, cette émission grandit. On est à la 3e diffusion. L'émission est diffusée un mercredi sur 2. Et on a des chiffres très prometteurs. Voilà, notre dernière émission. Vous pouvez en dire plus justement sur ces chiffres prometteurs ? Ça représente combien de viewers sur les émissions jusqu'à maintenant ? Eh ben, sur la dernière émission qui a eu lieu il y a 15 jours, on a eu 150 000 viewers sur l'ensemble des 2h30 que dure le live. Donc, avec un pic autour de 8 000 personnes. Mais donc, on était très contents de ces chiffres. Ouais. Domingo, quand vous voyez cette agitation de la part des médias, justement, qui s'activent pour essayer d'atteindre cette audience plus jeune pour eux, quel est votre regard, vous qui avez, je dirais, travaillé depuis très longtemps ce terrain-là ? Est-ce que ça vous heurte, ça vous agace, vous vous en félicitez ? Non, c'est plus peut-être un regard amusé, parce que forcément, moi, c'est mon terrain de jeu depuis 8 ans maintenant. Ouais. Non, je trouve ça positif. Ça va, comme vous l'avez dit, avec le confinement qui a fait découvrir la plateforme à beaucoup de gens. Forcément, il y a un nouveau public qui va plus spécialement sur les anciens médias. Donc, les médias traditionnels se disent comment est-ce qu'on peut arriver, comment est-ce qu'on peut toucher ces gens-là. Arte le fait très bien, d'ailleurs, avec ses différents formats. Et non, je trouve que c'est plutôt positif. Ensuite, il y a la réalité de qu'est-ce qui a amené. C'est vrai qu'Arte a toute une logique
depuis longtemps sur sa vision d'Internet, qui, personnellement, j'apprécie beaucoup. Mais donc forcément, ouais, il y a toute une stratégie. On a vu d'autres chaînes qui ont tenté un peu plus d'y aller en cow-boy, où ça n'a pas spécialement marché. Pourquoi ça ne marchait pas, d'après vous? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ça a heurté la communauté de Twitch? Tout dépend, en fait. Je pense que c'est une question de code qui a pu ne pas forcément être respectée. Ensuite, il y a aussi l'image qui parfois est adossée à certaines chaînes qui, forcément, quand elles arrivent sur Internet, c'est pas dingue. Mais un peu comme a dit Alex juste avant, il n'y a pas vraiment de clé du succès où par A plus B on peut réussir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gens qui consomment Twitch ne se sont pas dit « j'attends depuis le début que les chaînes de télé arrivent sur Twitch ». Personne ne souhaite ça en fait. Donc si elles arrivent, c'est très bien, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'elles y apportent, qu'est-ce qu'elles vont y faire? Et si jamais elles font du contenu qui est intéressant, là les gens vont aller regarder. Et c'est plus ça en fait le thème principal, et beaucoup de chaînes sont juste arrivées en se disant en fait, si juste on a notre nom qui est sur Twitch, ça va forcément marcher. La réalité, c'est que les gens, justement, beaucoup, ils sont partis de la télé parce que ça ne marchait pas. Plus, quoi. Donc, dupliquer un modèle existant est parfois très, très compliqué. Caroline, est-ce qu'on peut estimer que pour Arte, ce saut créatif que représente cette arrivée sur Twitch et la création de Jour de Play est une révolution, malgré tout, pour la chaîne, dans sa culture, en interne et avec sa façon, ses habitudes de travailler? Alors en fait, Arte a fait sa révolution numérique il y a plusieurs années maintenant, exactement comme le disait Domingo, on est présent sur de très nombreuses plateformes. En fait, Arte, c'est pas simplement une chaîne. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut proposer, c'est un véritable bouquet d'offres éditoriales. Donc, vous avez la chaîne de télévision, qui est pour une audience relativement âgée aujourd'hui, la plateforme arte.tv, qui est une plateforme de vidéos à la demande gratuite, et puis toutes les offres que nous développons sur les chaînes sociales, donc sur Snapchat, sur Instagram, où on crée carrément des fictions aujourd'hui qui sont développées pour Instagram. Et à chaque fois, on réfléchit vraiment à l'audience qui est présente sur ces plateformes, aux usages qui existent sur cette plateforme. Et forcément, effectivement, il y a des usages qui sont parfois, alors des petites révolutions, mais en tout cas qui sont tout à fait nouveaux pour les habitudes d'Arte anciennement. En tout cas, ce qui nous réunit tous, c'est l'ADN d'Arte. Et notre ADN, c'est de raconter des histoires, de décrypter le monde en racontant des fictions ou des documentaires avec des points de vue d'auteur. Et sur Jour de Play, c'est exactement ce qu'on fait également. En revanche, ce qui est nouveau pour Jour de Play particulièrement avec Twitch, c'est cette proximité avec l'audience à ce point-là. On est régulièrement en direct avec nos utilisateurs sur les différents médias sociaux, mais avec Twitch, là, on atteint vraiment un niveau de proximité et de communication avec les internautes qui est absolument fabuleux et effectivement qui est certainement, qui est surprenant pour toutes les personnes qui travaillent en interne du côté de la chaîne de télévision où il y a beaucoup moins d'interactivité. Et dans Jour de Play, on a carrément installé dans la deuxième partie de l'émission un jeu textuel interactif, donc qui est vraiment de la co-construction avec l'audience à travers le chat et à travers ce jeu interactif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui est passionnant pour nous. Passionnant. Domingo, justement, on sent bien que sur Twitch, la relation qui est entretenue par les streamers avec leur communauté est prépondérante. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès de chaque programme. Finalement, c'est l'incarnation de ce programme. Est-ce que vous estimez que c'est un problème pour les médias traditionnels de trouver finalement la bonne figure qui va arriver à convaincre de sa sincérité, humilité et de son envie de distraire justement ce public assez exigeant et qui se reconnaît à travers une figure bien particulière? Ouais, je pense que c'est une des valeurs qui plaît beaucoup sur Twitch, et qui est rechercher l'authenticité, le naturel. C'est vrai que ça n'a pas été encore énormément fait. Certaines chaînes sont arrivées justement avec leurs propres journalistes et il n'y a pas eu énormément de crossover proposés. Je ne sais pas à quel point aussi ça pourrait intéresser des streamers de juste être sur la chaîne Twitch de la chaîne télé en l'occurrence. Je pense c'est quelque chose qui est nécessaire et que les gens recherchent de plus en plus. C'est vraiment ce côté naturel. Sur Twitch, il y a une interaction avec les gens qui va faire que on ne peut pas mentir en tant que streamer. Et les gens s'attachent à ça. Ensuite, souvent, moi, j'ai eu la chance, par exemple, de partir du jeu vidéo et ensuite d'élargir, notamment récemment avec des gros événements sportifs, aussi un peu de cuisine, etc. Et en fait, les gens voient juste que ça fait partie de mes passions, ça fait partie des hobbies qui m'habitent et je vais juste essayer de les transposer dans des programmes qui vont être à la fois bien pour moi et divertissants pour les gens. Et c'est ça qui crée en fait cette ligne. En marketing, ça parle beaucoup de storytelling, mais c'est juste le storytelling naturel de... en fait, je suis cette personne, j'aime ça, donc je vais vous proposer ce concept. Et ça, c'est clair que ça plaît aux gens.
Alexandre, quand on essaye de se projeter un petit peu, on voit que, vous l'aviez dit au départ, Twitch était consacré uniquement aux jeux vidéo. Elle a tendance un peu à s'élargir sur d'autres thématiques. Est-ce que le non-gaming, à terme, va devenir majoritaire ou pas? Quel regard vous portez là-dessus, sur cette évolution? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Twitch a cette ambition d'aller se positionner sur autre chose que du gaming. Ils le font déjà depuis un certain temps, et PA est bien placé pour le savoir. Et d'ailleurs, la catégorie la plus populaire sur Twitch, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas Fortnite, c'est pas League of Legends, c'est Just Chatting, qui n'est évidemment pas un jeu. Just Chatting, c'est le fait de discuter. Voilà, et c'est ça aujourd'hui qui marche le mieux sur Twitch. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de gaming sur la plateforme. Mais oui, je pense qu'il y a en effet cette envie de la part de Twitch, cette envie de la part de streamers qui étaient 100% jeux vidéo jusqu'à maintenant, qui en effet ont d'autres centres d'intérêt, ont d'autres passions et qui ont envie de les partager avec une communauté qui n'attend que ça. Après, est-ce que ça ouvre une porte aux médias plus traditionnels? Je ne sais pas. C'est ce que disait un peu PA, c'est qu'aujourd'hui, la télévision est de plus en plus produite. Il y a de moins en moins de direct. On fait du damage control en permanence. Twitch, c'est l'antithèse de ça. Elle se rapproche de la radio, ça d'ailleurs. Exactement. Moi, je rapproche plus le phénomène Twitch à ce qui a pu se passer à l'époque des radios libres, où c'était il y a très très longtemps. Et PA peut avoir une vision assez intéressante là-dessus, parce qu'il a aussi une expérience en radio. Et pour autant, les radios libres à l'époque, j'ai pas vu de chaîne de télé ou de médias plus traditionnels préempter ce format. C'est des médias, des entités qui ont grandi elles-mêmes avec leur propre code, avec leur propre audience, et il a fallu que ces deux univers cohabitent. Justement, pour finir, je pose la question à tous les trois. On sait très bien que sur Twitch, l'interactivité est prépondérante et que parfois, ça peut même être une source de tension ou de déception, puisque les gens qui regardent les émissions sont amenés à s'ouvrir comme ils le sentent, avec un ton parfois qui peut déstabiliser certains. On a quelques histoires en tête. Est-ce que vous estimez que justement, c'est une grosse contrainte à lever, ça, pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire s'habituer à cette liberté de ton? C'est-à-dire que si on va sur Twitch, il faut y aller à fond, ou alors on n'y va pas finalement. Il faut accepter les règles du jeu, et puis c'est comme ça. Ouais, je pense que ça fait... C'est les règles de la plateforme. Donc forcément, les gens peuvent s'exprimer. C'est pas parce qu'après les gens peuvent s'exprimer qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Je pense qu'il y a quand même des barrières à imposer, parce que sinon, c'est l'Internet qu'on n'aime pas trop. On avait vu BFM avec le premier live. Même si les gens pouvaient être réticents sur l'arrivée ou quoi, on a lu des trucs dans le chat où on n'était pas fiers en fait de se dire c'est pas ça Twitch, c'est pas la réalité. Donc en fait c'est vraiment un jeu qu'il faut avoir où il y a des gens en fait face à nous qui peuvent avoir des réactions, qui peuvent typiquement en tant que moi streamer, qui peuvent à des moments me vanner, qui peuvent justement me complimenter, etc. Et il faut pouvoir rebondir dessus, il faut pouvoir jouer avec ça plus que s'en offusquer, je pense. Ouais. Et ça, Caroline, pardonnez-moi Alexandre, pour une chaîne comme Arte, c'est intéressant. Ce sont des nouveaux codes à appréhender, c'est pas forcément évident malgré tout. Dans l'univers de la télé, c'est quand même beaucoup plus cadré. Ah oui, absolument. Et c'est la raison pour laquelle, alors moi, j'ai pas de conseils particuliers à donner, mais je peux donner le feedback de la façon dont on s'y est pris. C'est que vraiment, on s'est entouré de streamers qui connaissent parfaitement le fonctionnement des communautés, qui ont leur propre communauté. Et du coup, nos chroniqueurs, à chaque émission, ils amènent leur communauté qui se connaît déjà. C'est des gens qui ont l'habitude d'interagir entre eux, donc ils sont plutôt dans une forme de bienveillance. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a observé sur nos 3 premières émissions. Et après, ce qui est nouveau, c'est certain, c'est le fait qu'il faut avoir une véritable équipe qui travaille sur les sujets de modération. Ça, c'est des métiers qui sont très différents des métiers plus classiques des médias. Et voilà, il faut avoir des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont à l'aise sur la plateforme et qui la connaissent bien. Et puis, être équipé d'équipes de modérateurs. Ça, c'est vraiment important de bien s'entourer, en tout cas. Merci. Alexandre, pour terminer, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur cette question-là précisément? Non, justement, juste que en effet, la modération, c'est très important. Et puis après, encore une fois, ça se travaille, une communauté, elle ne peut pas arriver instantanément et être complètement conquise. Il faut la travailler, il faut encore une fois l'humilité. Et quand PA a commencé, je ne suis pas certain qu'il avait autant de viewers et une communauté aussi conséquente que celle d'aujourd'hui. Donc ça se travaille. Et en effet, il y en a qui ne vont pas aimer ce que fait un Domingo ou ce que fait un autre streamer, ils ne viendront plus. Mais en revanche, on ne va pas les forcer, c'est eux qui décident. Et je terminerai avec vous, Alexandre. Chez Webedia, vous êtes en charge de créer justement les contenus qui vont intéresser les gens. Est-ce qu'il y a des tendances un petit peu qui se dessinent? On parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente sur les tendances du jeu vidéo. Est-ce que en termes de contenu spécifique sur le live streaming, il y a des choses qui émergent ou qui devraient voir le jour dans les mois et les années qui viennent?
Alors, c'est pas moi qui les crée, les contenus. Parce que justement, on a une équipe chez Le Stream ou chez JV ou dans nos différents médias. Là, je parle de gaming, mais c'est surtout tous les médias qui sont présents chez Webedia. Il y a justement des gens qui sont extrêmement précis et compétents sur ces plateformes-là. Donc non, ce qu'on voit, nous, de notre point de vue de Webedia, c'est que ce genre de plateau est une vraie valeur ajoutée par rapport à un streamer indépendant qui est sur un fond vert. Mais on a aussi pu voir pendant le confinement que tout ça, c'est-à-dire la production value, comme on dit, et les artifices, finalement, s'effacent assez rapidement au profit du propos et au charisme de la personne qui va incarner son projet. Donc, je pense que c'est cool de pouvoir faire Popcorn dans cet environnement-là, mais en revanche, l'essence même, c'est pas ça. Donc c'est très difficile d'anticiper les tendances. Parce que c'est pas une tendance, la production value, on est bien d'accord. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous. On se rend compte qu'il y a il y a du pain sur la planche pour arriver à percer sur Twitch. Je vous remercie d'avoir été présent à cette matinée.